Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Maïté Struzy et je suis de Belgique. J'accompagne les personnes qui sont dans des relations toxiques et cela fait suite à une relation très difficile dans laquelle je me suis retrouvée moi-même durant quelques années. J'ai cherché à savoir ce qui peut amener certaines personnes à un degré de souffrance parfois extrême, à en comprendre les mécanismes et cela m'a donné envie d'aider à mon tour des personnes qui sont dans des relations toxiques. Je remercie le CSA pour son invitation à présenter cette conférence qui, je l'espère, pourra vous éclairer sur votre situation ou celle d'un de vos proches. Merci à toutes les personnes qui sont présentes à cette conférence qui a pour thème « Comment sortir d'une relation toxique ». Avant de savoir comment sortir d'une relation toxique, il faut comprendre le sujet qui est vaste et complexe afin de pouvoir l'identifier et en sortir. Les différentes parties de la conférence que je vous présente seront: qu'est-ce qu'une relation toxique? Pourquoi la prise de conscience est-elle difficile? Prendre notre responsabilité dans le système relationnel. Identifier à quel style d'attachement nous appartenons. Comment le style d'attachement influence nos émotions, le pouvoir de nos croyances, l'importance de la communication, les manipulations et enfin la conclusion. Tout d'abord, c'est quoi une relation toxique? On peut considérer qu'une relation est toxique à partir du moment où elle maintient l'un et ou l'autre des partenaires dans un état de souffrance qui ne peut trouver de résolution dans la relation elle-même à travers l'échange et les ajustements mutuels. Les situations de conflit, les disputes et les crises se multiplient. On se sent comme pris au piège et dans une certaine confusion. Tout doucement, on sombre dans un sentiment d'impuissance. Il est difficile de comprendre ce qui a pu faire basculer la relation, car les mécanismes sont sournois et peu détectables. Dans la toxicité relationnelle, il y a des nuances qui vont du gris clair au gris foncé. C'est une question de degré. Nous allons voir ensemble les raisons principales qui peuvent nous y plonger. Quand la relation est toxique, il va y avoir du mensonge, des explosions de colère, des reproches qui fusent, des jugements, des critiques. On manipule, on ne dit pas ce que l'on pense, on ne pose pas de limites, on accepte ou on commet des violences, on fait comme si tout allait bien, on nie les évidences, on est froid et distant, on dépend de l'autre, on envahit, on contrôle, on rejette. On pourrait encore lister toute une série de comportements non favorables à l'épanouissement d'une relation. Les relations toxiques comportent de la honte, de la culpabilité, de la peur, des obligations, du contrôle, des menaces explicites ou au contraire des menaces sourdes, des abus, de la violence psychologique, verbale, physique, financière, sexuelle. Elle se passe dans l'intimité, à l'abri des regards. Elle se retrouve au sein du couple, dans les familles, sur notre lieu de travail, dans des institutions ou des systèmes qui limitent la liberté d'expression personnelle. Je tiens à préciser que cette conférence se concentre principalement sur les relations de couple, même si certains mécanismes peuvent être applicables aux autres types de relations. Comment sortir d'une relation toxique? Le premier point est déjà de prendre conscience que l'on se trouve dans un système relationnel toxique. Accepter de regarder la réalité en face. Devoir changer est difficile, alors nous avons des stratégies inconscientes pour éviter ce changement pourtant nécessaire à des relations plus épanouies. La première difficulté rencontrée par certaines victimes d'une relation toxique est celle de la prise de conscience. En effet, ces personnes ressentent souvent un malaise latent vis-à-vis de la relation ou de leur partenaire. Elles sont en recherche active d'explications concernant ce malaise. La relation occupe leurs pensées de manière obsessionnelle et pourtant,
Elles ne comprennent pas ce qui leur arrive. Recevoir un coup de poing dans la figure de la part de son partenaire peut être facilement identifié comme un acte de violence. Mais comment interpréter les atteintes psychologiques ? Il existe un phénomène d'habituation qui se définit par la diminution en fréquence et en intensité de la réponse d'un individu soumis à une stimulation répétée. Comme la montée de la violence est progressive, les victimes vont s'habituer sans s'en rendre compte. Le deuxième point est d'accepter de prendre notre responsabilité dans ce système. On campe trop longtemps sur le fait d'avoir raison. On justifie ses paroles, ses actes et ses pensées. C'est l'autre qui est le problème. C'est l'autre qui doit faire une thérapie pour changer, pour qu'il arrête son comportement destructeur. Nous avons la certitude d'être victimes et innocents. Mais les relations sont faites d'interdépendances complexes dans lesquelles nos programmes inconscients vont s'appliquer. Une schématisation de Stephen Karpman, le triangle de Karpman ou triangle dramatique, met en évidence un scénario relationnel typique entre victime, persécuteur et sauveur. Le triangle dramatique est à la base des jeux psychologiques qui se jouent entre deux personnes capables de jouer alternativement les trois rôles. C'est un scénario pratiqué inconsciemment et qui peut se répéter tout au long de la vie s'il n'est pas conscientisé. Le sauveur souhaite trouver une victime à qui apporter son aide. C'est une personnalité qui a souvent lui-même été victime dans son passé. Il estime qu'il les connaît mieux qu'eux-mêmes et qu'il est capable de leur montrer ce qui est le mieux pour eux. Il s'identifie à la victime qu'il veut sauver, alors qu'au fond, c'est de lui dont il devrait s'occuper. Il ne parvient pas à prendre sa vie en main et se projette dans celle des autres. Le sauveur est également quelqu'un qui peut se sentir seul, persécuté, sacrifié. Il a une mauvaise estime de lui qu'il tente de soigner en allant chercher la reconnaissance des autres à travers ses actions d'aide. Le sauveur va aider l'autre sans que celui-ci le lui ait demandé, parfois même contre son gré. Le persécuteur est la plupart du temps une personnalité qui a été victime. Il se sent d'ailleurs victime. Il repère chez l'autre les failles et les vulnérabilités. Il s'en sert pour faire des reproches et induire de la culpabilité, de façon insidieuse et répétée. Il impressionne son interlocuteur en le dominant, en le menaçant, en l'insultant. Il cherche à l'inférioriser. Il s'attribue la responsabilité de veiller à la bonne marche des choses. Ainsi, il se permet de critiquer tous ceux qui ne seraient pas à la hauteur de sa tâche. La victime se fait passer pour quelqu'un de faible ou de craintif, pour mieux se plaindre. Elle peut aussi adopter une posture de revendication de ses difficultés ou de ses malheurs en rendant les autres responsables de sa situation. Ici, il s'agit du rôle de victime, pas du statut de victime. La victime cherche à attirer l'attention d'autrui pour être sauvée, ou au contraire pour se conforter dans une position de faiblesse en acceptant la domination d'un persécuteur. Elle s'excuse pour tout et dépend des autres pour régler les situations problématiques. Par exemple, une épouse qui se plaindrait du fait que son mari ne l'aide pas se place alors en victime vis-à-vis de celui-ci. Elle commencerait à lui faire des reproches, à l'accuser et deviendrait alors persécuteur. Son mari aura d'abord joué le rôle du sauveur, puisque sa femme attendait de lui qu'il l'aide et qu'il fasse évoluer la relation de lui-même. Mais à force d'entendre sa femme lui faire des reproches, il va changer de rôle pour devenir à son tour persécuteur. Il est plus difficile de sortir du jeu psychologique du triangle dramatique que d'y entrer. C'est pourquoi la première étape est d'identifier quel rôle nous sommes amenés à jouer dans les relations qui nous posent problème.
Il est toujours plus aisé d'identifier le rôle des autres que le nôtre. Par contre, il est impossible de sortir du triangle dramatique si la relation est teintée de manipulation. Dans ce cas, l'autre nous fait endosser le rôle de sauveur, puis rend impossible son sauvetage et nous reproche alors d'être un bourreau. Il devient alors persécuteur. Ce type de relation ne peut évoluer. Nous ne pouvons pas changer l'autre. Nous pouvons seulement changer qui nous sommes intérieurement, ce qui aura dans tous les cas un impact positif sur notre relation à nous-mêmes et aux autres. Le troisième point est d'identifier à quel style d'attachement nous appartenons. Nous avons tous un style d'attachement que nous avons développé dans notre petite enfance avec notre figure d'attachement, qui est en général la mère, mais ça peut être aussi une autre personne qui a apporté les soins affectifs, de sécurité, de confiance en soi et aux autres. Si la relation à la figure d'attachement n'a pas été sécurisante, nous allons vouloir que ce soit les autres qui nous sécurisent et nous rassurent à tout moment. Ces premiers liens influenceront les liens que nous formerons à l'âge adulte et particulièrement dans le lien amoureux, même si ceux-ci peuvent parfois se modifier par certaines circonstances de la vie. Cela aboutit inévitablement à des relations dysfonctionnelles, autrement dit toxiques. Il y a 4 styles d'attachement différents. Le premier, qui est un lien d'attachement sain et fonctionnel, est appelé attachement sécure. La personne qui a un attachement sécure communique facilement ses besoins et répond à ceux des autres. Sa communication est claire, sans manipulation. Elle gère bien les conflits et pardonne facilement. Elle est à l'aise dans l'intimité, la proximité. Elle traite les autres avec respect et admiration car elle reconnaît leurs valeurs. Elle sait qu'elle peut toujours améliorer ses relations. Les 3 autres types d'attachement sont dits insécures parce qu'ils comportent des dysfonctionnements relationnels qui sont les principales causes menant à la toxicité dans les relations. Le premier est l'attachement insécure de type évitant. La personne évitante va avoir des comportements inconscients visant à maintenir l'autre à distance. Pour elle, la proximité, l'intimité physique et émotionnelle génèrent de l'anxiété car elle se sent envahie. Elle a des difficultés à s'engager, à se responsabiliser dans la relation. Quand la relation se passe bien, elle doute du lien amoureux et met de la distance. Elle veut de l'intimité mais inconsciemment elle la redoute. Les hommes ont plus tendance à avoir un attachement évitant que les femmes. Le chemin à effectuer pour un évitant sera entre autres de se reconnecter à ses ressentis corporels et à avoir accès à ses émotions, ainsi que de développer son empathie pour les autres. Le deuxième style, c'est l'attachement insécure de type fusionnel. La personne fusionnelle fait de gros efforts pour plaire aux autres, pour répondre à leurs besoins. Elle déteste la solitude et se sent vite abandonnée. Elle est dépendante de l'autre qui devient le centre de son attention. La proximité la rassure et l'éloignement l'angoisse. Elle néglige ses propres besoins et manque d'autonomie. Elle se victimise. C'est l'autre qui a le pouvoir, pas elle. Elle culpabilise l'autre s'il s'absente. L'attachement fusionnel est plus à tendance féminine. La personne fusionnelle a besoin d'apprendre à poser des limites claires pour se défendre et se respecter elle-même. Elle a besoin d'apprendre à devenir plus autonome et se centrer sur ses propres besoins plutôt que de toujours s'occuper de ceux des autres. Elle doit apprendre à s'aimer. Le troisième et dernier style est l'attachement chaotique. La personne chaotique redoute l'abandon et inconsciemment, elle va mettre en danger la relation par des crises de colère, d'anxiété, de possessivité lors des conflits. Elle cherche une relation rassurante, mais en même temps, elle n'a pas confiance en l'autre. Elle se sent en permanence en danger. Elle peut perdre contact avec la réalité.
Elle a des difficultés à se calmer émotionnellement, elle est hyper émotive. Elle a vécu des traumas au cours de sa vie, abandon, violence, abus sexuels. Elle a tendance à des comportements compulsifs pour s'apaiser. Drogue, alcool, prise de risque, boulimie, automutilation. La personne chaotique va alterner entre tendresse et agressivité sans que cela soit logique ou prévisible pour l'autre. Elle ne sait pas elle-même de quoi elle a besoin. La personne chaotique a besoin d'entreprendre une thérapie pour évacuer les traumas dont elle a souffert enfant, de mieux comprendre toutes les parts qui cohabitent en elle et qui la divisent intérieurement. Et enfin, à s'engager dans une vie plus saine qui va aider à stabiliser les états émotionnels. Maintenant, nous pouvons imaginer que l'association des différents styles d'attachement insécures vont donner des relations toxiques, car ils dysfonctionnent. Deux personnes sécures donnent une relation facile, solide et durable. L'intimité et l'autonomie sont vécues sans anxiété. Les conflits sont réglés sans que le lien ne soit menacé. Pour ne citer qu'un exemple, l'association évitant et fusionnelle est l'association la plus fréquente dans les couples car ils s'attirent inconsciemment. C'est le couple le plus problématique car ils activent en permanence leur anxiété mutuelle. Les mécanismes de l'évitant engendrent une menace d'abandon pour le fusionnel. Et le besoin de proximité du fusionnel envahit l'évitant qui va prendre ses distances. Ils sont dans un cercle vicieux. Ce qui va se passer dans les différentes configurations de couple insécure, c'est qu'on va se sentir emprisonné ou au contraire, on va emprisonner l'autre dans un lien conflictuel au niveau émotionnel et psychologique. Il faut savoir que 95% de nos comportements relationnels sont inconscients et automatiques. Ce programme que l'on a acquis dans les premières années de la vie va se réactiver à chaque nouvelle relation sans que nous en ayons conscience. Comment va-t-on pouvoir corriger ces schémas dysfonctionnels qui donnent de la toxicité? Il va falloir agir sur plusieurs plans, notamment sur nos émotions car elles nous permettent de savoir ce que nous ressentons. Elles fonctionnent comme un système d'alarme et livrent des indicateurs sur nos états internes. Elles affectent nos perceptions, nos jugements et induisent des comportements. Elles ont pour origine un déclencheur interne ou externe. Mais nous minimisons leur importance. On se force à voir les choses autrement. On a parfois recours à des substances telles que l'alcool, la nourriture, le smartphone pour tenter de les apaiser, de les anesthésier. Nos émotions servent à nous indiquer ce que l'on doit faire et sont souvent masquées par des émotions secondaires qui peuvent nous bloquer. La colère est un signal d'alarme qui traduit une insatisfaction. Son utilité première est de nous aider à nous faire respecter. Mais la colère peut dissimuler ou remplacer d'autres sentiments pénibles comme la peur, la douleur, la culpabilité, la jalousie, la frustration ou la honte. Elle peut nous pousser à contrôler et dominer l'autre pour se sécuriser. Et parfois, nous utilisons les émotions pour manipuler l'autre, par exemple en se victimisant dans le but d'échapper à nos responsabilités. Notre style d'attachement influence fortement la gestion de nos émotions. L'évitant contrôle trop ses émotions, le fusionnel ne les contrôle pas suffisamment et le chaotique va osciller entre ces deux positions avec une intensité à 200%. L'intelligence émotionnelle se construit dans l'enfance. Nos relations reposent sur l'émotionnel car elles engagent nos systèmes de sécurité, c'est pourquoi il est important de les rééduquer. Nos conflits dégénèrent souvent parce que notre cerveau émotionnel est très rapidement activé et nous perdons le contrôle. Dans un instinct de défense, nous blessons l'autre. Il y a vite une escalade de la violence et celle-ci peut atteindre la relation de manière irréparable. Il va falloir apprendre à accueillir le conflit car votre partenaire n'est pas un adversaire. Vous êtes dans le même camp. Les conflits sont essentiels car ils permettent de négocier nos différences,
d'apprendre à nous connaître et de résoudre les problèmes. Ils sont inévitables dans toutes les relations. La gestion émotionnelle a donc une grande importance. Un autre point sur lequel nous devons agir est nos croyances. Nous avons tous des idées sur à peu près tout et nous prenons cela pour des vérités. C'est ce que l'on appelle les croyances. Lorsqu'une croyance est porteuse et nous aide à avancer vers notre bien-être, nous parlons de croyance ressource. À l'inverse, lorsque celle-ci va dans le sens contraire à nos objectifs, nous parlons de croyances limitantes. Les croyances sont inconscientes et gouvernent nos vies. Elles se constituent au cours du temps et viennent de nos expériences, de notre famille, de la culture, de la société, de l'éducation, de la religion, des médias, etc. Elles sont très puissantes et peuvent nous empêcher d'agir correctement lorsqu'il s'agit des croyances limitantes. L'évitant, par exemple, va avoir la croyance qu'il n'a besoin de rien ni de personne, que les relations c'est beaucoup trop compliqué. Le fusionnel, lui, aura la croyance qu'il n'arrivera pas à se débrouiller seul ou qu'il va être abandonné. Il a vraiment du mal à partir de la relation lorsque cela s'impose. On peut avoir la croyance limitante qu'à notre âge, on ne retrouvera plus un partenaire ou que personne ne voudra de nous parce qu'on a 4 enfants à élever. Ou encore la croyance qu'une femme réellement aimée par un homme n'aura rien à lui demander. Toutes ces croyances vont nous maintenir dans la toxicité relationnelle. Les croyances influencent nos vies dans le sens de ce que l'on croit et nos expériences viennent les renforcer. C'est un cercle vicieux. Passons à la communication. La communication a toute son importance car elle permet de montrer à l'autre notre volonté à le comprendre, à lui transmettre des informations et ainsi pouvoir maintenir le lien ou le réparer en cas de rupture. Inconsciemment, on se protège par une communication toxique en étant fermé au dialogue puisque de toute façon, nous avons raison. Savoir communiquer, c'est savoir baisser sa garde pour se rendre vulnérable et accessible. Apprendre à s'exprimer chacun à son tour, à écouter l'autre pour une bonne réciprocité, car souvent nous préparons notre défense plutôt que d'écouter réellement l'autre. Notre communication doit être la plus claire possible et cohérente entre le langage verbal et non verbal. Dans la relation aux autres, nous sommes confrontés à nos besoins, mais comme nous ne savons pas les reconnaître et encore moins les écouter, nous avons tendance à les étouffer. Alors, comment prétendre à une bonne écoute de l'autre si nous ne savons pas le faire pour nous-mêmes? Pour y parvenir, la communication non violente, la CNV, propose d'apprendre une communication débarrassée de toute violence, à commencer envers soi-même. La technique repose sur l'application de 4 principes fondamentaux. Toute situation doit pouvoir être observée sans juger les autres. Chacun doit apprendre à exprimer son propre ressenti. Chacun doit apprendre à exprimer ses propres besoins et à formuler ce qu'il attend de l'autre. La pratique permet de renoncer à tout jugement de l'autre pour sentir ce qui se passe en soi tout en favorisant une collaboration mutuelle. Ce n'est en aucun cas une thérapie, toutefois elle peut avoir des retombées positives en termes de connaissance de soi. Imaginons que notre partenaire ait oublié de plier le linge. Plutôt que de s'exprimer par « tu as encore oublié de plier le linge », tu te débrouilles toujours pour échapper aux tâches. On ne peut jamais rien te demander. On va s'exprimer avec des phrases respectueuses de l'autre. Cela m'aiderait si tu pouvais penser à plier le linge avant de te coucher. Il faut aussi éviter d'avoir une communication ironique ou condescendante, car l'autre se sent méprisé et comme n'ayant aucune valeur. Un exemple ? Ah, j'avais oublié ton petit cerveau qui ne retient rien.
Pourtant, sortir les poubelles, c'est de ton niveau, non? La communication doit aller dans le sens de valoriser l'autre pour ce qu'il fait, plutôt que de se focaliser sur ce qu'il n'a pas encore fait, ce qui lui permet alors d'être plus ouvert à nos besoins. La communication doit être non violente et ouverte, sinon on coupe le lien, on place notre partenaire sur la défensive qui va riposter verbalement ou se réfugier dans le silence. Il ne veut plus écouter. Un autre point à travailler en communication, c'est de ne pas vouloir à tout prix avoir raison. Il faut privilégier le lien de la relation au fait d'avoir raison à tout prix. Si nous pensons savoir mieux que l'autre, nous nous mettons en position de domination. Cela ne permet pas une relation saine et respectueuse où chacun des partenaires est autonome et libre de s'exprimer. Parlons maintenant des manipulations dans les relations. Il y a tout d'abord une forme de violence sournoise que l'on appelle le style passif-agressif. C'est la forme la plus courante de manipulation. Ce type de personne vous dit oui, mais non à travers ses actes. Les stratégies de ce type d'agresseur sont d'agresser de manière invisible, en sorte que l'on ne puisse pas vraiment mettre le doigt sur leurs intentions. Les moyens sont sournois et ils vont utiliser le silence, omettre délibérément de faire quelque chose qu'ils ont promis. Ils mentent, ils font diversion. Ils prétendent ne pas avoir vu qu'il y avait un problème. Ils feignent l'ignorance, la confusion. Ils se victimisent, ils restent vagues. Ils nous manipulent en jouant la personne gentille tout en ne nous respectant pas. On sent la manipulation, mais on n'a pas de preuves. La personne a toujours de bonnes explications pour se justifier. On peut ainsi mettre de très nombreuses années avant de prendre conscience que l'on est face à ce type de violence sourde. Tout ça génère beaucoup d'anxiété car les menaces sont voilées. Il est important de garder en tête qu'il va de notre responsabilité de travailler sur nos propres mécanismes pour une relation saine. Cela nous permet d'être plus au clair sur ce qui va de notre responsabilité ou celle de l'autre. Dans le cas où votre partenaire, malgré vos efforts et l'évolution de vos propres mécanismes relationnels, maintiendrait tout de même un mode relationnel toxique, le choix de partir pour vous protéger vous appartient. En ce qui concerne les manipulateurs dans les relations abusives dont on entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux et dans la presse, c'est une question de degré de gravité. Les partenaires difficiles, manipulateurs et abusifs ne reconnaissent pas qu'ils le sont et qu'ils ont un problème. Une relation abusive suscite de la détresse chez l'un des partenaires. L'agresseur exerce la violence à l'encontre de l'autre. Les effets de la violence dans une relation abusive génèrent des troubles anxieux divers tels que de l'anxiété généralisée, des crises de panique, de la dépression, des apparitions de troubles d'ordre physique et émotionnel intenses qui font suite à l'exposition prolongée au stress, appelés troubles de stress post-traumatique. Des somatisations, c'est la souffrance psychologique de la personne qui déménage dans son corps et qui devient alors source de douleur ou de maladie. L'utilisation de substances telles que l'alcool, la drogue, qui sont des solutions pour anesthésier ou échapper aux souffrances causées par les relations abusives. Il existe aussi des personnes qui font du mal consciemment et en retirent une satisfaction. Si vous vous trouvez face à ce type de personnes, ne les affrontez pas par vous-même pour éviter bien sûr de vous mettre en danger. Le réflexe est de fuir, de vous mettre en sécurité et de faire appel à une aide extérieure et si possible légale. Les signes pour lesquels il vaut mieux partir sont principalement ceux d'en arriver au point d'être violent physiquement ou verbalement, d'avoir peur de vous en prendre à l'autre ou à vous-même,
de vous demander si vous n'êtes pas en train de devenir fou ou folle, si vos enfants sont victimes d'abus ou souffrent de vos conflits. Vu de l'extérieur, mettre un terme à la relation abusive semble évident. Mais en réalité, la situation est beaucoup plus complexe du point de vue de la victime qui reste, de manière tout à fait paradoxale, avec le partenaire violent. Entre la prise de conscience et le départ, le chemin est souvent très long et peut ne jamais aboutir à un départ. Quelques mécanismes psychologiques permettent de mieux comprendre ce paradoxe. Je vais brièvement en citer 3. Il en existe bien entendu d'autres qui pourraient faire également l'objet d'une conférence rien que sur le sujet de l'emprise psychologique et émotionnelle. Le premier exemple, l'impuissance acquise. C'est un processus de résignation qui se produit suite à la répétition de situations désagréables dont les efforts ne permettent pas de sortir, de sorte que l'on finit par ne plus rien tenter pour faire changer les choses. Le deuxième exemple, le renforcement intermittent. Dans ce mécanisme, l'amour et l'attention sont donnés de manière imprévisible et occasionnelle. Et cela engendre une dépendance équivalente à celle que l'on éprouve vis-à-vis d'une drogue. Le troisième exemple, le détournement cognitif, qui est un abus mental dans lequel l'information est déformée ou présentée différemment, omise sélectivement ou faussée pour favoriser l'abuseur dans le but de faire douter la victime de sa mémoire, de sa perception de la réalité et de sa santé mentale. Nous arrivons au terme de cette conférence. Comme nous venons de le voir, nous avons la possibilité de changer la qualité de nos relations. Une relation toxique peut se transformer en relation saine si et seulement si les deux personnes se remettent en question et changent de comportement. À défaut, chacun peut développer une relation saine avec lui-même afin de ne plus tomber dans des schémas relationnels toxiques. Pour récapituler les points principaux pour sortir d'une relation toxique, prendre conscience de la toxicité relationnelle dans laquelle on se trouve. Décider de prendre la responsabilité de sa vie. Connaître son style d'attachement et ses vulnérabilités. Travailler sur ses croyances limitantes. Apprendre à réguler ses émotions. Apprendre à poser des limites claires. Développer une communication attentive et respectueuse. Prendre le temps d'être présent à l'autre dans la relation et de créer une bulle d'intimité. Choisir un partenaire sécure ou qui est prêt à apprendre à l'être. Les ressources qui s'offrent à nous et qui nous permettent de faire évoluer une relation toxique sont nombreuses. On peut en parler à une personne de confiance. Il y a les livres électroniques ou papier et selon les besoins, communication non violente, dépendance affective, style d'attachement, la gestion des émotions, etc. Les réseaux sociaux qui proposent du contenu de qualité. Des formations en ligne. On peut aussi faire appel à un coach spécialisé en relations toxiques, à un conseiller conjugal et familial, etc. Pour les personnes qui sont dans des relations hautement toxiques et qui n'arrivent pas à mettre un terme, l'idéal est de se faire aider par un psychothérapeute qui sera plus à même de pouvoir déceler les mécanismes sournois d'une emprise. Pour ma part, je propose des accompagnements individuels afin d'identifier son style d'attachement, de travailler sur ses vulnérabilités, changer ses croyances et créer un plan d'action individuel et personnalisé pour permettre à chacun d'améliorer la relation à soi et aux autres. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations via mes réseaux sociaux ou par mail sur les infos qui s'affichent à l'écran. Je vous remercie pour votre écoute. Vous allez pouvoir poser des questions auxquelles je me ferai un plaisir de répondre.